È un grande onore come presidente del Centro Apice e come studiosa avere qui con noi per una Lectio Magistralis il professor Roger Chartier, professore emerito al Collège de France e da diversi anni visiting professor alla University of Pennsylvania. Con le sue ricerche ha rinnovato profondamente la storia del libro e della lettura, insegnandoci a guardare alle connessioni tra mondo del testo e mondo del lettore e soprattutto a mostrare attenzione a tutte le forme, a tutte le edizioni attraverso cui i testi sono trasmessi e dunque alla materialità a cui arrivano ai lettori. Una lezione particolarmente preziosa per i centri che come Apice conservano e valorizzano archivi culturali. Dunque ho il piacere di dargli la parola. La sua Lectio Magistralis ha per titolo L'œuvre et les textes, 5 variations éditoriales. Grazie, merci beaucoup Lodovica pour cette invitation dans le cadre des activités du Centro Apice et pour les mots généreux de présentation. L'œuvre et les textes, 5 variations éditoriales. Le point de départ est évidemment que les œuvres semblent traverser le temps en demeurant toujours identiques à elles-mêmes. Hamlet et Hamlet, pour tous ceux qui, au fil des siècles, ont vu, ont lu, ont joué, ont commenté la tragédie. Pourtant, pour chacun, la rencontre avec cette pièce a toujours été produite par sa lecture dans une édition particulière, son écoute dans une mise en scène spécifique, sa découverte dans une langue qui n'était pas nécessairement celle du dramaturge. David Scott Castan a désigné comme platonicienne la conception qui considère que les œuvres transcendent toutes leurs possibles incarnations et comme pragmatique les relations étroites nouées entre la construction de la signification d'une œuvre et les formes de sa publication. Cette lecture, cette conférence, s'efforcera d'identifier les 5 raisons fondamentales qui produisent la pluralité des textes d'une même, entre guillemets, œuvre, donc ses variations. Une telle perspective rompt non seulement avec la croyance platonicienne d'une œuvre toujours identique à elle-même, dotée d'une identité transhistorique, mais elle rompt aussi avec le régime juridique du copyright, qui protège les œuvres, quelle que soit leur forme. Édition imprimée, adaptation cinématographique, adaptation télévisuelle, et elle rompt aussi avec le sens commun, qui fait immédiatement reconnaître une œuvre par l'énoncé de son titre. Don Quijote de la Mancha, Hamlet, Madame Bovary. Une première raison de la mobilité des textes qui font l'œuvre pour ses lecteurs, ses auditeurs, ses spectateurs est le régime d'attribution des écrits. 2 oppositions sont ici fondamentales. D'abord, l'opposition entre nom d'auteur et anonymat. Comme le rappelle Lodovica Braida, l'opposition peut être conçue comme l'obligation, à partir des XVIe et XVIIIe siècles, de l'attribution des textes de littérature à un nom d'auteur, alors que, auparavant, leur anonymat était la règle. C'est la perspective aussi qui est celle de Foucault dans sa conférence « L'ordre du discours ». Mais l'opposition peut aussi se rencontrer pour une même œuvre, d'abord sans auteur, puis attribuée. Un exemple. À partir de 1598, la réputation croissante de Shakespeare incite les libraires éditeurs londoniens à rendre visible un nom qui fait vendre. Le nom de Shakespeare apparaît alors sur les pages de titres de réédition de pièces antérieurement publiées sans mention de leur auteur, ce qui était la pratique commune
rencontré dans près de la moitié des textes dramatiques antérieurs à 1600, qui ignorent l'auteur ou les auteurs et mentionnent seulement le nom de la troupe, les lieux de la représentation, le nom du libraire, éditeur et le nom de l'imprimeur. En 1598, les rééditions de Richard II et Richard III sont publiées avec le nom de leur auteur, William Shakespeare, et il en va de même l'année suivante pour la première partie d'Henri IV. 3 pièces qui avaient été publiées antérieurement sans attribution octoriale. Une seconde opposition peut séparer le nom d'auteur présent au titre du livre et l'identité de qui a écrit le texte. Les raisons de cette dissociation sont multiples entre XVIe et XVIIIe siècle. D'abord, les convenances sociales qui occultent le nom des autrices, et en particulier aristocratiques, derrière le nom d'un homme. C'est le cas, on l'a vu dans la séance précédente, des romans de Mademoiselle de Scudéry attribués à son frère Monsieur de Scudéry. Autre raison, l'évitement de la censure. Tous les livres du jésuite Balthazar Gracián ont été publiés dans l'Espagne de la mi-XVIIe siècle sous le nom de son frère, Lorenzo Gracián, qui n'était pas jésuite, ce qui évitait évidemment de soumettre les textes à la censure interne de la Compagnie de Jésus. Autre raison, les stratégies éditoriales qui mobilisent les noms d'auteurs qui font vendre et les attachent à des œuvres qu'ils n'ont jamais écrites. C'est ainsi qu'après 1598, le nom William Shakespeare ou les initiales W.S. figurent d'abord au titre d'un recueil de poèmes où Shakespeare n'est en fait qu'un auteur parmi d'autres, le Passionate Pilgrim, publié par William Jaggard en 1599, et qui est annoncé by William Shakespeare, alors que l'anthologie ne contient que 5 poèmes de Shakespeare. Ou bien encore l'utilisation du nom de Shakespeare pour des éditions de pièces qui lui sont attribuées, mais qui ne demeureront que très brièvement dans le corpus shakespearien, sauf une, Périclès. Ces manipulations du nom d'auteur renvoient à la plasticité du mot auteur dans la première modernité. Il ne désigne pas toujours l'écrivain, loin de là. Peuvent apparaître comme auteur, le libraire-éditeur. C'est le cas à la fin du XVIe siècle à Paris d'Antoine Vérard, dont le portrait est présenté dans certaines de ses éditions comme celui de l'auteur. C'est le cas des glossateurs des œuvres canoniques, comme le montrent les représentations iconographiques des scènes de dédicace. C'est le cas encore des directeurs des troupes théâtrales dans l'Espagne du siècle d'or, où les autores de comedia ne sont pas les dramaturges, ne sont pas les poètes, mais sont ceux qui dirigent les troupes, louent les corrales où sont jouées les comédias et organisent les représentations. Première raison, le régime d'attribution. Une deuxième variation est celle classique pour la philologie, des variantes textuelles qui modifient une œuvre au fil de ses éditions successives. Ces variantes peuvent résulter des réécritures par l'auteur de son propre œuvre. C'est ce que montrent de manière spectaculaire les Essais de Montaigne, publiés première édition en 1580. Montaigne introduit addition et suppression dans les rééditions de 1582, 1588, et il a écrit dans les marges ou les espaces blancs d'un exemplaire de l'édition de 1588, appelé l'exemplaire de Bordeaux, les corrections, additions ou suppressions qu'il voulait apporter à son texte
dans une prochaine réédition. Toutefois, les variantes d'une œuvre en mouvement, ne doivent pas être rapportées aux seules volontés de l'auteur. Elles ont aussi leurs raisons éditoriales, y compris dans ce cas de Montaigne, en un temps où, en France, les privilèges des libraires-éditeurs étaient renouvelés seulement si l'œuvre était augmentée d'un tiers ou de la moitié. Et de là, en 1588, non seulement des ajouts dans les textes déjà publiés, mais l'existence d'un troisième livre qui permettait de maintenir le privilège accordé en 1580. Les variantes textuelles peuvent aussi très fréquemment être le résultat d'interventions éditoriales qui ne doivent rien à l'auteur. C'est par exemple le cas de l'édition vénitienne du Libro del Cortegiano de Castiglione, qui ajuste le texte de l'œuvre aux condamnations des censeurs romains et font effacer dans le livre toutes les occurrences du mot fortuna, évidemment condamné parce que contraire à la toute-puissance de la providence. C'est le cas aussi, fameux, étudié par Francisco Rico, des éditions de Don Quichotte, avec l'addition, souvent mal située, des épisodes absents de la première édition de 1605, en fait, texte imprimé l'année précédente, en 1604, les épisodes du vol de l'âne de Sancho Panza et la récupération de cet âne par Sancho. Et une très grande variation de la localisation et donc des significations introduites par ces deux épisodes peuvent se noter dans les éditions de Madrid de 1605, la seconde, et de 1608, ainsi que la seule qui introduit correctement ces deux épisodes là où ils doivent apparaître, qui est une édition bruxelloise de 1607. Les modalités de circulation des œuvres sont aussi la raison des variantes textuelles rencontrées dans leurs différentes éditions. Le cas le plus spectaculaire est à l'évidence celui des pièces anglaises des XVIe et XVIIe siècles. Les diverses modalités de la transcription et de la transmission des textes, copies des manuscrits autographes de Shakespeare, livres utilisés pour la régie des représentations, ce que l'on appelle les prompt books, copies d'acteurs qui tenaient en leurs mains évidemment seulement le rôle, les parts, ou encore les reconstructions mémorielles, souvent faites à partir de textes écoutés et transcrits en écriture sténographique. Il y a une dizaine de méthodes de sténographie publiées en Angleterre entre 1580 et 1640. Toutes ces différentes modalités de transcription, copie ou transmission des textes expliquent les profonds écarts qui séparent les textes d'une même, à nouveau les guillemets, œuvre. Par exemple, les deux King Lear de Shakespeare, celui du Quarto de 1608 et le texte publié dans le Folio de 1623, ou les trois Hamlet de Shakespeare, les deux éditions dans le format Quarto, 1603, 1604, 5, et le texte tel qu'il est publié dans le Folio de 1623. Dans les éditions Quarto, le vers peut-être le plus fameux du théâtre universel, to be or not to be, that is the question, ne faisait aucunement référence à l'exercice universitaire de la quaestio, maîtrisé par Hamlet, étudiant de retour de Wittenberg, mais énonçait plus banalement to be or not to be, high, there's a point. Lu dans un état du texte ou dans un autre, on voit que la même ligne n'a pas la même résonance, n'est pas chargée du même contenu de signification. The point, ce n'est pas l'équivalent de la quaestio académique. Les œuvres changent aussi lorsqu'elles sont lues dans une autre langue. Cette troisième variation
et celle des traductions dont les significations sont multiples. Ces traductions peuvent s'entendre d'abord comme une refonte. Il en va ainsi des Don Quichotte français. Après la première traduction de César Houdin, première partie, et François de Rosset, seconde partie, 1618-1620, celle de, 1614-1618, celles qui suivent, alors que ces premières traductions respectaient le contenu des deux parties, sans addition, sans suppression. Les traductions suivantes, celle de Fillot de Saint-Martin en 1677-78 et celle du fabuliste Florian, publiée de manière posthume en 1799, prennent de grandes libertés par rapport au texte tel qu'il a été écrit par Cervantes et publié à Madrid en 1605. Soit les traductions ajoutent des continuations, c'est le cas de Fillot de Saint-Martin, soit les traductions abrègent drastiquement ce qui est jugé inutile dans le texte original. Ces traductions ont une grande importance parce que ce sont celles-là qui ont été utilisées dans d'autres langues pour la traduction de Don Quichotte. Par exemple, dans le cas russe, les deux premières traductions de Don Quichotte, en 1769, Ignati Tails, 1791, Nikolai Ossipov, sont des traductions du texte de Fillot de Saint-Martin. La troisième traduction russe, en 1804-1806, par Vassili Soukhovski, est une traduction de la traduction de Florian. Et ce n'est qu'en 1838, avec la quatrième traduction en russe de Don Quichotte, que Konstantin Masalski utilise un texte espagnol pour donner sa traduction russe avec de très sévères abréviations. Je pourrais ajouter, il y a un autre cas récemment discuté de ces traductions de traduction. C'est la traduction de Don Quichotte en chinois. Elle a été récemment traduite à son tour en espagnol par l'Instituto Cervantes. Cette traduction en chinois, en mandarin, a été publiée en 1922 à Shanghai, traduite par Lin Shu, qui ne connaissait pas l'espagnol, mais qui ne connaissait pas non plus d'autres langues occidentales. Sa traduction est en mandarin est faite à partir d'une traduction dite oralement par l'un de ses amis, Chen Jialin, qui utilisait une traduction anglaise du XVIIIe siècle. Et on voit ici un défi intéressant, dans la mesure où, d'une part, évidemment, ces traductions de l'oral à l'écrit, de la langue vernaculaire au mandarin lettré, entraînent de grandes transformations. Don Quichotte est un érudit confucéen. Sancho n'est pas son serviteur, mais son disciple. Le curé est devenu un médecin. Et en même temps, le titre choisi par Lin Shu pour le texte, et qui est Historia del Caballero Encantado, l'histoire du chevalier enchanté, résonne évidemment comme une interprétation aiguë du livre de Cervantes, si l'on se souvient que dans la lecture qu'en avait faite Pierre Villard dans un article magnifique, Le Temps du Quichotte, il citait les donneurs d'avis, les arbitristas du début du XVIIe siècle, et l'un d'eux, Celorigo, avait formulé de manière forte cette idée selon laquelle les royaumes d'Espagne étaient, je cite, une république d'hommes enchantés, hombres encantados. La traduction, donc, peut être, dans cette première perspective, une refonte, une réécriture, une réorganisation, et d'autre part liée avec ce phénomène souvent sous-estimé de traduction de traduction.
La traduction peut être aussi un défi et qui introduit des variations dans le texte. Un défi lorsqu'en particulier apparaissent des néologismes difficiles à rendre dans une autre langue. C'est le cas, par exemple, pour le mot sprezzatura dans le Cortegiano de Castiglione, qui invitait, comme vous le savez, à donner un sens positif, curial, distinctif à un terme construit à partir du sens négatif du verbe sprezzare. Et de là, et j'ai suivi cela dans un des chapitres d'un des livres dont a parlé Lodovica tout à l'heure, de là, la difficulté pour les traducteurs de rendre ce paradoxe, d'utiliser un lexique qui renvoie à une signification négative pour qualifier la caractéristique la plus distinctive du courtisan, en particulier du parfait courtisan. C'est là le défi qu'ont affronté Boscan en castillan, desprecio, Chapuis en français, mépris, ou Hobby, ou plutôt une réécriture de la tradition de Hobby, disgracing, qui était, à la différence de traductions antérieures, nonchalance en français, recklessness en anglais, des efforts pour rendre non seulement la nuova parola de Castiglione, mais aussi l'opération lexicale qui inversait le sens attendu, négatif, d'un mot pour lui faire désigner paradoxalement la grâce unique qui fait connaître le parfait courtisan. Et de ce point de vue-là, la deuxième traduction anglaise, passant de recklessness à disgracing, était la forme extrême de cette idée selon laquelle c'est le disgracing qui produit la grâce suprême. Pour d'autres œuvres, c'est l'opacité voulue du style qui défie la traduction. Au XVIIe siècle, Balthazar Gracián, le jésuite, passait pour un auteur intraduisible, et pourtant traduit. C'est ainsi que le présente Amelot de la Houssaye, qui, en 1684, traduit en français le livre de Gracián, publié en 1647, Oraculo Manual y Arte de Prudencia. Je cite Amelot. Il ne faut pas s'étonner si Gracián passe pour un auteur abstrait, inintelligible et, par conséquent, intraduisible, car c'est ainsi qu'en parlent la plupart de ceux qui l'ont lu. Et je sais même qu'un savant, à qui quelqu'un de mes amis disait qu'on le traduisait, c'est-à-dire lui-même était en train de le traduire, Amelot, répondit que celui-là était bien téméraire qui osait se mêler de traduire des œuvres que les Espagnols même n'entendaient pas. La difficulté a une raison: maintenir le texte à distance du vulgaire. Je cite à nouveau Amelot, son langage, il est vrai, est une espèce de chiffre, de code. Mais le bon entendeur le peut déchiffrer sans avoir besoin d'aller au devin. Et il ajoute, Amelot, Gracián a affecté d'être obscur pour ne pas se populariser. Et quoique les œuvres de Gracián soient imprimées, elles n'en sont pas plus communes, car en les achetant, on n'achète pas le moyen de les entendre. Et c'est une remarque fondamentale. La circulation du texte imprimé le met à portée, une fois remplies les conditions économiques, de quiconque. Tandis que, pour les auteurs, le déchiffrement de la signification n'appartient pas à cette universalité possible des acheteurs. Le protecteur de Gracián, Lastanosa, avait une formule magnifique pour désigner ce désir de protéger les œuvres des lectures corruptrices de lecteurs qui peuvent acheter les livres, mais auxquels les œuvres ne sont pas destinées. Il parlait, en parlant de Gracián, de la arcanidad del estilo, l'arcanité, si j'ose dire, du style. Dans la mobilité des textes, le défi de la traduction et donc de son contraire,
l'intraduisible, tiennent une place importante. Ce défi peut être assigné à différentes raisons. La première, ce serait l'irréductible, donc intraduisible, singularité de certains mots et des sentiments qu'ils désignent. Je sors de la période de la première modernité, entre 16e et 18e siècle, pour évoquer une conversation imprimée dans un journal brésilien, au Globo, en juin 2015, entre un auteur, l'écrivain angolais José Eduardo Agualusa, et son traducteur en anglais, qui avait traduit Daniel Hahn, un roman devenu fameux de Agualusa, Nação Crioula, la nation créole. De la conversation rappelle que Daniel Hahn avait traduit le roman d'Agualusa, et qu'il considérait comme une défaite du traducteur le fait de n'avoir pas traduit dans la traduction le mot portugais saudade et de l'avoir expliqué dans une note en bas de page. Depuis, le traducteur, Daniel Hahn, avait changé d'avis, considérant que, je cite, « rien n'est traduisible, tout est traduisible. Rien n'est traduisible parce que, en toute rigueur, chaque mot contient un univers propre. Tout est traduisible parce qu'il n'existe pas de sentiment aussi rare, aussi bizarre ou singulier soit-il, qui ne puisse être exprimé, mieux ou moins bien, dans une autre langue. » Et de là son regret. Aujourd'hui, disait-il, je traduirai le mot saudade selon le contexte par nostalgia, longing, homesickness, and so on. Agualusa, l'auteur, quant à lui, avait fait un chemin inverse. Longtemps, il avait pensé que, je cite, l'idée qui tient le mot saudade pour intraduisible n'était rien d'autre qu'un mythe poétique créé par les Portugais, les Brésiliens, les Capverdiens, les Angolais, qui en disaient plus sur la manière dont nous nous percevons ou sur celle dont nous voudrions que les autres nous perçoivent que sur le mot lui-même. Saudade était donc tout à fait traduisible au moment où Hahn ne l'avait pas traduit. Mais lorsque le traducteur affirme qu'il traduirait saudade, l'auteur a changé d'avis. Je cite, « Tenho saudade sua » n'est pas la même chose que « I miss you ». C'est cela, mais c'est plus que cela. Et pour lui, aucun mot anglais ne peut rendre la relation étymologique, je ne sais si elle est avérée, mais qu'il établit entre saudade et solidão, la solitude. Et, je cite Agualusa, le sentiment de se sentir seul, éloigné de quelqu'un ou de quelque chose, est pourtant proche par le souvenir et le cœur. Donc pour lui, ne pas traduire n'est donc pas nécessairement une défaite qu'il faut éviter. Changeant totalement sa perspective, il écrit ou dit « J'aime l'idée selon laquelle, de temps en temps, un traducteur doit s'avouer vaincu devant les mystères les plus profonds de la langue. » Donc, l'intraduisible, qui introduit variation dans l'œuvre quand elle est transmise dans une autre langue, peut se lier aux arcanes de l'écriture, comme chez Gracian. Elle peut se lier au mystère du sentiment et du mot qui inscrit le sentiment, comme chez Agualusa. Dans d'autres cas, les variations de l'intraduisible sont inscrites dans les différences entre les langues. C'est avec ce constat que Jean-François Billetter ouvre le premier de ses 3 essais sur la traduction. Billetter est un spécialiste de la poésie chinoise que nous qualifierions, nous, de médiévale. Je cite, « Les ressources de la langue chinoise et de la langue française sont si différentes que personne n'est encore parvenu à donner une juste idée d'un poème chinois par le seul moyen de la traduction dans notre langue, et personne n'y parviendra.
Le chinois, comme vous le savez, est une langue sans ponctuation, sans adjectif, une langue qui ignore l'opposition entre voix active et voix passive, qui n'a pas de forme conditionnelle, mais très plus fondamentale encore pour Billetter, je cite, « Les verbes chinois sont invariables, comme tous les mots du chinois. Quand l'action ou l'activité qu'ils expriment doit être située dans la durée, on leur adjoint d'autres mots, adverbes de temps ou particules d'aspect. Les poètes évitent autant que possible ces mots vides, de sorte que leurs poèmes peuvent sembler hors du temps, ce qui a incité d'innombrables traducteurs à mettre tous les verbes au présent ou à l'infinitif. C'est l'une des fautes qu'ils ont le plus fréquemment commises. Ils n'ont pas compris, dit Billetter, que pour être implicite, l'articulation temporelle du poème n'en est pas moins forte. Pour éviter donc ce piège tendu par la langue, il faut érudition et imagination. Billetter, le poème classique chinois comporte presque toujours une articulation temporelle forte, quoique inapparente, puisque les temps des verbes ne sont pas exprimés. En français, elle doit être explicitée, cette articulation temporelle. Quand elle ne l'est pas, le poème s'affaisse. Le traducteur doit en outre, pour Billetter, s'efforcer de rendre sensible, dans la mesure du possible, les ruptures entre durées différentes à l'intérieur du poème. Fin de citation. Tout autant, plus encore que les différences dans les manières de penser, ce sont dans ce cas les propriétés de la langue qui font que, je cite, la poésie classique chinoise est intraduisible. Mais si on ne peut pas la traduire, dit Billetter, on peut suggérer ce qu'elle fut, comme le montrent ses propres traductions, vues de près, qu'il propose de plusieurs poèmes de la dynastie des Tang, entre le 7e et le 10e siècle. L'intraduisible est ainsi rendu intelligible par une interprétation patiente, savante, qui peut transmettre non seulement la signification, et par exemple cette articulation des temporalités, mais aussi, d'une certaine manière, la beauté des œuvres. La traduction apparaît là comme une interprétation, comme une variation sur une partition, déjà là. La mobilité du sens des textes et la pluralité des textes pour une même œuvre, dans le cas de la traduction, se situent donc à plusieurs échelles. D'abord, les choix faits pour traduire les mots eux-mêmes, dans leur sens ou dans leur forme, saudade, sprezzatura. Ensuite, les contextes de publication du texte traduit, qui en déplacent ou actualisent la signification. Dans la première partie de notre après-midi, Lodovica mentionnait les traductions du texte de Las Casas, dont la variation n'est pas directement liée à un texte qui n'est pas difficile à traduire, ce n'est pas Castiglione ou Gracian, mais dont la signification est modifiée à chaque fois par le contexte de sa traduction et par la présence de ce contexte dans les préliminaires, préface, illustration, avis au lecteur, ajoutés à la traduction du texte. Enfin, une autre échelle de cette variation introduite par la traduction peut concerner l'interprétation globale de l'œuvre qui peut acquérir un statut, une destination, une signification totalement nouvelle à travers la traduction. La traduction française, elle-même traduite dans d'autres langues européennes, de l'Oraculo Manual et Arte de Prudencia de Gracian par Amelot de la Houssaye, a profondément et durablement transformé la signification même de cette œuvre de Gracian en lui donnant un nouveau titre, l'homme de cour, alors que le mot corte n'apparaît jamais dans le texte de Gracian, qui est destiné aux discretos, mais qui n'a pas de relation particulière avec la cour. Et du coup, cela fait que on a attribué à Gracian,
comme l'a fait Norbert Elias, un manuel de la psychologie de cours qu'en fait, il n'a jamais écrit. La mobilité textuelle est renforcée dans ce registre de la traduction lorsqu'une œuvre change en même temps de langue et de genre, une double migration. Ainsi, lorsque Don Quichotte devient la matière d'une pièce de théâtre. La première partie a fourni leurs intrigues à la pièce perdue de Fletcher et Shakespeare, The History of Cardenio, représentée à la cour d'Angleterre au début de 1613, le texte ayant été traduit par Shelton, première partie en 1612, ou bien la matière de la tragicomédie de Pichou, Les Folies de Cardenio, jouée à Paris en 1628, ou encore deux autres pièces de deux autres Don Quichotte de Guérin de Bouscal en 1639 et 1640. Cette troisième pièce, Cervantine de Guérin de Bouscal, ouvre la série des œuvres qui vont porter sur les scènes européennes des épisodes de la seconde partie de Don Quichotte, publié, comme vous le savez, en 1615. Et cela sous la forme de spectacles de foire, par exemple à Paris, les foires Saint-Germain, Saint-Laurent, sous la forme de comédie, celle de Dufresne, celle de Dancourt, sous la forme d'opéra, par exemple les deux opéras composés par Antonio Caldara pour la cour de Vienne, Don Quixote in corte de la duchessa et Sancho Panza governatore dell'isola Barataria, 1733, ou encore des pièces pour les théâtres de marionnettes comme A Vida do Grande Don Quixote de la Mancha, écrite en 1733 à Lisbonne par Antonio José da Silva pour le théâtre du Beiro Alto. Et dans ce cas, on pourrait prendre cette pièce d'Antonio José da Silva comme une première traduction d'un Don Quichotte qui ne sera traduit en fait en portugais que beaucoup plus tard, en 1794. Retraduction, adaptation théâtrale produisent de nouveaux textes de l'œuvre, comme le font ces autres traductions, avec ou sans guillemets, que sont les incarnations des personnages dans les fêtes carnavalesques, aristocratiques, religieuses, dans l'Espagne du siècle d'or, ou encore, évidemment, les appropriations par les illustrations de la matière même de Don Quichotte et qui, dans ce cas-là, peuvent produire une double traduction, la traduction du texte et la traduction de la signification, confortée ou contrariée par les images elles-mêmes. Ces variations dues à la langue, au texte ou à l'attribution des œuvres, mes trois premières raisons de la pluralité des textes d'une même œuvre, sont toutes situées dans une quatrième raison que Lodovico a rappelée, les transformations de la matérialité, de l'inscription ou de l'impression des œuvres. Forms, Effect, Meaning, a écrit Don Mackenzie, pour souligner le rôle essentiel joué par des éléments non verbaux, non textuels, présents dans le livre, pour la production de la signification du texte que ce livre porte, transformation de la signification, bien sûr pour les lecteurs, mais aussi pour les éditeurs et voire même pour les auteurs eux-mêmes. Dans les livres imprimés, cette matérialité des textes est constituée par plusieurs éléments. D'abord, le format. Comme le montre spectaculairement en Angleterre, le contraste entre la première publication des pièces ou des poèmes dans les modestes et les fragiles pamphlets in quarto, c'est un mot de la Stationers' Company, de la corporation des libraires et imprimeurs, pour désigner des ouvrages composés de cahiers qui ne sont pas reliés, mais qui sont seulement cousus et brochés. Contraste entre cette modestie fragile des éditions quarto, dont beaucoup ont disparu à jamais. Le premier Hamlet de 1603 n'a survécu qu'avec 2 exemplaires. Et pour exemple, une autre pièce de Shakespeare, Titus Andronicus, il n'y a qu'un exemplaire connu. Donc cette fragilité a sa traduction dans la disparition
des éditions. Et pour certains textes, on peut penser que tous les exemplaires ont disparu. Et contraste avec, évidemment, la monumentalisation de certaines œuvres de dramaturges dans le grand format noble, qui est le format de la Bible, le format des classiques anciens, le format des chroniques, au Linched, et qui est l'in-folio. Au XVIIe siècle, ce privilège de la monumentalisation de l'œuvre dans le format folio a été très limité, puisqu'elle ne concerne que 4 dramaturges. Ben Jonson, en 1616, par sa propre volonté, construisant un folio avec certaines de ses pièces de théâtre, ses poèmes ou ses masques. 1623, le plus fameux de tous les folios, celui de William Shakespeare, organisé par 2 anciens compagnons de la troupe, dans laquelle il était un des propriétaires et acteurs et dramaturges. Alors, ces 2 compagnons, Hemmings et Condell. Et en 1647, pour compenser l'absence de représentation, puisque les théâtres sont fermés depuis le début de la Révolution ou des guerres civiles, le folio des œuvres de Beaumont et Fletcher. Le format, donc, mais d'autres éléments non verbaux, d'autres forms, effect, meaning. Par exemple, le choix des caractères typographiques. Rien ne le montre mieux que les éditions plurilingues. Par exemple, les éditions des traductions du Libro del Cortegiano, la française de 1580 ou l'anglaise de 1588, adoptent le même dispositif en 3 colonnes, avec le texte en italien, en français et en anglais, dans la deuxième, en 1588. Et à chaque fois, un caractère particulier identifie la nationalité, entre guillemets, du texte. Le texte italien est publié en italique, le texte français, paradoxalement, en romain, et le texte anglais en black letter, en caractère gothique, utilisé en Angleterre dans une certaine forme pour nationaliser les œuvres, les rendre nationales en utilisant ce caractère qui était le caractère de beaucoup de publications, et en particulier de publications de large circulation. Avec le choix du caractère typographique, la matérialité du livre peut aussi concerner la disposition du texte sur la page, qui elle-même, ces dispositions différentes, pour des textes différents ou pour un même texte, dans des éditions successives, portent des significations particulières. Henri-Jean Martin insistait beaucoup, par exemple, sur les effets produits dans les livres français du XVIIe siècle par l'introduction des espaces blancs, le retour à la ligne, les divisions en paragraphes, qui, pour lui, rendaient immédiatement visible et perceptible une logique de l'écrit différente, séparée du flux ininterrompu, peut-être de l'oralité, qui étaient les mises en page sans paragraphe, sans espace blanc, et qui est celle qui domine les livres du XVIe ou de la première moitié du XVIIe siècle. J'ajouterais à ces éléments non verbaux que sont la mise en page et le caractère typographique, les ponctuations qui participent de cette même mutation, à la fois intellectuelle et visuelle, lorsque les exigences de la grammaire ont conduit à modifier des ponctuations qui transcrivaient ou qui guidaient ou devaient guider une voix lectrice. Dans un très beau texte, Yves Bonnefoy distinguait clairement ces 2 modalités de la ponctuation. Je le cite, celle que réclame la syntaxe et qui tend ainsi à coïncider avec les structures de la pensée, tandis que celle qui aiderait la lecture serait là plutôt pour comprendre les besoins de la voix ou mettre en évidence des rythmes, des sons. En somme, non pour penser, mais pour séduire. Et donc cet élément de la ponctuation qui est à la croisée entre le typographique et l'esthétique ou le grammatical est
très fondamentale et a été souvent effacée lorsque les éditions successives, postérieures au XVIe et XVIIe siècle, ont suivi un modèle grammatical et syntaxique, effaçant ainsi les marques d'oralité ou de musicalité qui étaient présentes dans les éditions antérieures, tant pour la durée des pauses, virgule, point virgule, deux points, point final, que pour ce qui n'a jamais été codifié dans les systèmes de ponctuation, l'intensité des mots et le recours à certains dispositifs permettait de donner cette indication sur des mots qui doivent être détachés ou prononcés plus fortement que d'autres, et en particulier, comme on le voit dans les manuels de typographie du XVIIe siècle, l'utilisation des lettres majuscules pour des mots qui ne sont ni des noms propres, ni des noms d'institutions, mais qui sont signalés comme devant être prononcés avec une hauteur de voix plus forte, plus élevée, lorsqu'ils apparaissent avec cette majuscule au début de leur impression. Une autre et dernière matérialité du texte fondamental, souvent effacée elle aussi, est la coexistence de textes avec d'autres textes dans une même reliure, c'est-à-dire en fait dans un même livre. Comme l'avait montré magnifiquement Armando Petrucci, les miscellanés, qui rassemblaient plusieurs textes dans un même codex, étaient la forme dominante de la conservation et de la circulation des œuvres en langue vulgaire à l'âge du livre manuscrit. Le libro unitario, un objet, une œuvre, ou un objet et des œuvres mais d'un même auteur, était le propre des œuvres canoniques, classiques ou juridiques. Ce n'est qu'à partir du mi-XIVe siècle que le libro unitario peut s'approprier des auteurs contemporains ou presque. La pratique de ce miscellané, plusieurs livres dans un même livre, plusieurs textes dans un même ouvrage, par le fait même de leur reliure, a persévéré. Et c'est ainsi que les modestes quartos shakespeariens que j'évoquais, pièces ou poèmes fragiles, menacés par la disparition, pour être sauvegardés, ont été reliés avec les œuvres d'autres écrivains dans des livres dont le principe d'unité n'était évidemment pas le nom d'auteur, mais était, par la volonté de qui faisait relier, soit une unité de thème, par exemple des recueils, des miscellanés qui rassemblent des pièces sur la vie et la mort des rois ou des grands personnages, une unité de genre, par exemple des tragicomédies, ou une unité d'esthétique, par exemple une inspiration ovidienne présente dans différents types de poèmes et différents genres poétiques. Ces raisons, ces logiques pouvant conduire à la construction de ces livres qui étaient la somme de plusieurs livres ou textes ou ouvrages. On a là des proximités matérielles qui sont une véritable intertextualité matérielle et qui donnent à chacun des textes présents dans cette même reliure des significations qui leur viennent de cette coexistence. Et je disais que pour le 19e, 20e siècle, cette intertextualité matérielle a pu être effacée lorsque collectionneurs ou bibliothécaires ont extrait de ces miscellanés les œuvres qui étaient les plus canoniques, les plus fondamentales pour leur donner une reliure propre. Et du coup, elles ont, en déréliant les miscellanés, séparé les voisins de reliure. Les formes de la publication d'une même œuvre commandent également la pluralité de ses significations ou les temporalités de sa lecture. Au XIXe siècle,
la trajectoire des romans, mais aussi d'autres genres, historiques ou philosophiques, qui deviennent des livres après avoir été des feuilletons, sont le témoignage d'une telle mobilité. Un exemple, le roman de Machado de Assis, Les Mémoires posthumes de Brás Cubas, divisé en 17 parties dans la revue bimensuelle qui en a assuré la première publication en 1880, entre mars et décembre de cette année-là. Ce roman, un an plus tard, est publié sous la forme d'un livre par la Typographia Nacional. D'une édition à l'autre, la différence n'est pas radicale parce que la revue avait une mise en page très proche de celle des livres, et d'autre part, la publication en livre par Machado ne transforme ni l'ordre ni le contenu des chapitres, mais en supprime néanmoins deux. L'intervention plus forte de Machado de Assis concerne, lors du passage du feuilleton au livre, les préliminaires avec l'addition d'une adresse au lecteur, l'addition d'une dédicace en forme d'épitaphe. Donc même lorsque la mutation est limitée, des variations sont introduites. Et la mutation transforme de toute façon la lecture de l'œuvre. En feuilleton, la lecture est dépendante de la périodicité et du découpage de l'œuvre. En livre, le temps de la lecture et son ordre dépendent entièrement de la volonté du lecteur ou de la lectrice. Le livre fut réédité, les Mémoires posthumes de Brás Cubas, en 1887-1899 par les éditeurs Garnier, qui publiaient en portugais pour le marché brésilien. Et dans ce cas, dans cette réédition, Machado ajoute un prologue dans lequel il lit étroitement des transformations plus profondes du texte avec la mutation éditoriale. Je cite, « La première édition de ces Mémoires posthumes de Brás Cubas fut faite en fragments séparés, pedazos, dans la Revista Brasileira, dans les années 1880. Lorsqu'ils furent mis en livre plus tard, j'ai corrigé le texte en plusieurs endroits. Maintenant que je dois le revoir pour une troisième édition, j'ai encore émendé certaines choses et j'ai supprimé 2 ou 3 douzaines de lignes. C'est ainsi composé qu'est publiée de nouveau cette œuvre qui paraît avoir rencontré quelque bienveillance auprès du public. » Cette citation, où on voit l'auteur maître de ce processus de correction qui accompagne non seulement les rééditions, mais plus fondamentalement la première mutation du feuilleton au livre, cette citation ne doit pas faire oublier que les auteurs, et loin de là, ne sont pas les seuls à être impliqués dans les matérialités des textes. Dans la première modernité, la matérialité des textes et tous les éléments que j'ai évoqués sont le résultat des décisions des éditeurs dans le sens de publisher, de celui qui prend en charge la publication de l'œuvre et qui peut avoir un rôle décisif pour les raisons qu'on a évoquées plus tôt dans l'après-midi quant à la présence ou non d'illustrations, d'images dans le livre, mais ces décisions quant à la matérialité des textes peuvent aussi être le résultat des préférences ou des choix faits par ceux qui établissent le texte pour l'impression. Les éditeurs, au sens de copy editors, les langues romanes ne facilitent pas la tâche, puisque éditeur désigne à la fois editors, copy editors et publisher. Alors qu'évidemment, dans le processus de publication, ce sont 2 tâches, 2 moments, 2 investissements différents. Ou encore, comme l'ont montré la bibliographie matérielle, les ouvriers typographes eux-mêmes, dont les préférences en termes de variation, de choix graphiques ou orthographiques peuvent expliquer évidemment les variations qui existent entre les différentes pages d'un même ouvrage
et grâce au processus des corrections en cours de tirage, pouvant introduire une pluralité d'exemplaires à l'intérieur d'une même édition. Avant le 19e siècle, peut-être le 18e siècle, les écrivains, dans leur grande majorité, ne se préoccupent généralement pas de ces éléments non verbaux des livres. En 1680, l'imprimeur madrilène Alonso Víctor de Paredes désignait le correcteur d'imprimerie comme celui qui, je cite, doit comprendre l'intention de l'auteur dans ce qu'il fait imprimer, non seulement pour introduire la ponctuation adéquate, mais aussi pour voir si celui-ci, l'auteur, n'a pas commis quelque négligence afin de l'en avertir. Donc, les formes et les dispositions du texte imprimé ne dépendent pas, dans la grande majorité des cas, de la volonté des auteurs, qui délèguent à ceux qui préparent la copie, à ceux qui composent les pages, les décisions, les préférences, quant au choix graphique, au choix orthographique, mais on le voit ici, au choix quant à la ponctuation. Il faudrait une autre conférence pour analyser la 5e variation, celle de l'interprète, du lecteur ou de la lectrice, mais le temps va manquer. Cette 5e variation se situe dans un paradoxe. Reconnaître l'autonomie du lecteur ou de la lectrice, sa capacité créatrice, son invention, suppose que soient identifiés les dispositifs textuels, matériels, discursifs, éditoriaux, qui visent à guider, à contraindre la réception, à orienter, à fixer, à imposer la construction du sens. Ce paradoxe est présent au cœur de la tension entre stratégie d'écriture et tactique de lecture. Et il nous oblige d'associer étroitement le constat de la plasticité inventive des interprétations, des appropriations, avec l'analyse de la matérialité contraignante du texte. Il y a deux manières d'articuler ces deux réalités, l'inventivité du lecteur et la contrainte, en particulier liée à la matérialité de l'inscription du texte. La première manière est méthodologique, théorique. Les lectures ne peuvent pas être déduites des textes, pas même des livres, et le lecteur ne peut pas être identifié avec celui implicite, attendu par les auteurs, les éditeurs ou les imprimeurs. Mais ces lecteurs sont néanmoins situés dans un ensemble de conditions de possibilités définies par les stratégies d'écriture, les genres discursifs et la matérialité même des écrits. Comprendre comment, en des temps et des lieux différents, pour des genres et des publics différents, se croisent les libertés bridées du lecteur et les contraintes transgressées du texte et du livre est sans doute la tâche qui réunit les historiens de la littérature, des livres et des lectures. Une autre manière, et c'est avec celle-ci que je vais conclure, pour articuler ce paradoxe de l'autonomie dans la dépendance ou de l'imposition transgressée, est poétique. Dans le conte de Borges, El espejo y la máscara, le miroir et le masque, 3 fois, un poète, Hollande, revient devant son roi, vainqueur, et pour chanter ses louanges. 3 fois change en même temps la nature de l'auditoire, le peuple tout entier, puis les seuls doctes, puis le souverain solitaire. Change aussi le mode de publication du poème, lu à haute voix, récité, psalmodié. Change l'esthétique de la composition, imitation, invention, inspiration. Change aussi le rapport entre les mots et les choses, entre le poème de louange et la bataille victorieuse. Successivement inscrit, ce rapport, dans les régimes de la représentation,
de l'ekphrasis et du sacré. Avec le troisième poème, qui consiste en un seul vers, murmuré et mystérieux, le poète et son roi connaissent la beauté. Ils doivent expier cette grâce interdite aux humains. Le poète avait reçu un miroir pour sa première ode qui reflétait toute la littérature déjà là d'Irlande. Il avait reçu ensuite un masque pour la seconde ode qui avait les forces de l'illusion du théâtre. Avec la dague, qui est le troisième présent du roi, il se donne la mort. Le souverain, lui, se condamne à errer sur les terres qui furent jadis celles de son royaume. Borges est ainsi l'aveugle qui nous indique, dans la fulgurance ou dans la clairvoyance poétique de la fable, toutes les raisons inscrites dans l'écriture, portées par les formes de publication, présentes dans les attentes des lecteurs ou des auditeurs, toutes les raisons qui donnent aux textes leur mobilité, qui donnent aux œuvres leur pluralité. Grazie. Grazie a Roger Chartier per questo straordinario viaggio nelle fonti letterarie, un territorio che gli storici non percorrono facilmente, sentendo il pericolo di inoltrarsi nelle terre altrui, ma che Roger Chartier da tanti anni ha trasformato in un ambito di ricerca vivo, ricco di nuovi percorsi di ricerca, in grado di connettere ambiti diversi della storia culturale e di abbattere le barriere epistemologiche che separano le discipline. E così il concetto di mobilità dei testi, che ha così ben, insomma, attraverso cui ci ha fatto viaggiare nelle diverse edizioni, nelle diverse traduzioni, ci invitano anche a portare l'attenzione alla doppia storicità dei testi, quella attribuita dall'autore nel tempo in cui pubblica la prima edizione, e una seconda storicità che è quella che tiene conto di quello che diventa quel testo nelle edizioni e nelle traduzioni successive. Compara testi nuovi per un pubblico nuovo, a volte anche contro, come ha detto, la volontà dell'autore, ma mi pare anche che l'attenzione alla mobilità dei testi possa essere un utile antidoto a una rappresentazione del testo come stabile, ideale, quasi platonico, svincolato da ogni materialità, come si riscontra spesso nelle teorie letterarie, anche le più attente alla ricostruzione della ricezione delle opere. E inoltre mi pare che l'attenzione alla mobilità dei testi, che diventano libri diversi da come li ha immaginati l'autore, possa essere utile anche per inoltrarsi, del tratto finale della conferenza, inoltrarsi nel difficile e delicato rapporto tra le strategie degli editori e le tattiche dei lettori, per usare l'efficace espressione di Michel de Certeau. Quindi grazie davvero a Roger Chartier. Grazie mille. E grazie davvero a tutti coloro che hanno seguito in presenza e a distanza questo ricchissimo pomeriggio. Arrivederci a tutti.